Le Parlement américain dans son intégralité, les deux chambres réunies, des sénateurs, des représentants, des généraux, des ambassadeurs. Et debout, face à eux, un homme dont l'Empire a jadis gouverné le monde, un roi. Pas n'importe lequel, le roi Charles Tudor d'Angleterre. Et en l'espace de 40 minutes, sans jamais prononcer un seul nom, sans pointer un seul doigt, ce monarque a livré l'un des discours politiques les plus percutants de cette décennie. Bienvenue sur WBN de Crypte. Si vous nous rejoignez pour la première fois, abonnez-vous maintenant. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, résumé avec cette profondeur. Nous sommes le 28 avril 2026. Le roi Charles III vient de s'adresser au Congrès des États-Unis dans un discours historique. Historique parce qu'un monarque britannique n'avait jamais encore pris la parole devant les deux chambres réunies du Parlement américain. Mais surtout historique parce que derrière les formules diplomatiques soigneusement ciselées, derrière les références à l'histoire commune, derrière la noblesse du ton, se cachait un réquisitoire implacable. Un réquisitoire sans nom propre. Un réquisitoire royal. Voici ce qui s'est passé et pourquoi cela compte. Commençons par le contexte. Les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis traversent l'une de leurs pires périodes depuis des décennies. Ce qu'on appelait autrefois la relation spéciale, une expression inventée par Winston Churchill, lui-même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui sous tension extrême. L'administration Trump a imposé des droits de douane sur les exportations britanniques. Le Premier ministre Keir Starmer a été traité de lâche sur les réseaux sociaux pour s'être opposé à la guerre contre l'Iran. Et selon CBC News, le roi Charles est arrivé à Washington à un moment où la relation spéciale semblait tout sauf spéciale. Et pourtant, le roi était là, debout, face aux élus du pays le plus puissant du monde, et il a parlé. Le premier coup de poing, masqué derrière une révérence historique. Le roi Charles a évoqué la Magna Carta. Ce texte fondateur du droit britannique, signé en 1215 pour encadrer les pouvoirs du roi Jean. Il a cité un chiffre précis. Selon la US Supreme Court Historical Society, la Magna Carta est invoquée dans au moins 160 décisions de la Cour suprême des États-Unis depuis 1789. Et il a précisé le principe au cœur de toutes ces citations. Le pouvoir exécutif est soumis à des freins et contrepoids. Lisez entre les lignes, nous sommes en 2026. L'administration Trump a déployé l'armée et les agents des douanes dans des villes américaines. Elle a ignoré le rôle constitutionnel du Congrès dans les dépenses fédérales. Elle a utilisé l'appareil judiciaire pour cibler ses adversaires politiques. Le roi d'Angleterre, dans ce contexte précis, devant cette assemblée précise, a rappelé que même un roi est soumis à la loi. Ce n'était pas une leçon d'histoire, c'était un avertissement. Comme l'a déclaré John Fraser, président fondateur de l'Institut pour l'étude de la couronne au Canada, interrogé par CBC News. La référence du roi à la tradition anglo-américaine, encadrant les dirigeants, était définitivement un coup porté à Trump. Deuxième coup, encore plus direct. La question de la parole américaine dans le monde. Charles a dit, et ces mots ont résonné dans la salle. Les mots de l'Amérique portent un poids, et ils ont du sens depuis l'indépendance. Les actions de cette grande nation comptent encore plus. Des applaudissements, mais aussi, selon les observateurs présents dans la salle, des gémissements audibles, parce que tout le monde comprend ce que ça signifie. Dans une période où le président des États-Unis publie des informations fausses sur le chancelier allemand Friedrich Merz, prétend que l'Iran ne veut pas de bombes nucléaires, mais que ces négociations avancent. Quand elles sont publiquement rejetées par Téhéran, et où les alliés historiques des États-Unis ne savent plus à quelle parole se fier. Rappeler que les mots de l'Amérique doivent porter du poids, c'est dire, sans le dire, qu'ils n'en portent plus assez. C'est là que le roi s'est montré brillant. Il n'a pas accusé. Il a rappelé un idéal. Il a laissé l'audience faire le reste du chemin. Maintenant, parlons de la question qui fâche vraiment, l'OTAN et l'Ukraine. Trump a passé des années à saper l'OTAN. Il a affirmé dans une publication sur les réseaux sociaux que l'OTAN n'était pas là quand nous en avions besoin. Il a prétendu que les troupes britanniques et canadiennes en Afghanistan
restaient un peu en retrait des lignes de front. Ce sont des mensonges documentés. Les soldats britanniques étaient déployés dans la province d'Helmand, bastion des talibans, l'une des zones les plus dangereuses du conflit. Les soldats canadiens étaient à Kandahar, dans des conditions similaires. Le propre fils du roi, le prince Harry, a effectué 2 tours de service en Afghanistan. Face à ça, le roi Charles a dit ceci, s'adressant directement au président de la Chambre des représentants Mike Johnson assis derrière lui. Au lendemain du 11 septembre, quand l'OTAN a invoqué l'article 5 pour la première fois, et que le Conseil de sécurité de l'ONU était uni face au terrorisme, nous avons répondu à l'appel ensemble, épaule contre épaule, à travers 2 guerres mondiales, la guerre froide, l'Afghanistan. Aujourd'hui, cette même résolution inébranlable est nécessaire pour la défense de l'Ukraine et de son peuple courageux. C'est une déclaration politique majeure. L'Ukraine, que l'administration Trump a progressivement abandonnée, que certains élus républicains refusent de continuer à financer, le roi d'Angleterre, sur le sol américain devant le Congrès américain, a demandé aux élus américains de tenir bon. Selon le magazine Time, Charles avait d'ailleurs accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Buckingham Palace en mars dernier. Son positionnement n'était pas une surprise pour ceux qui suivent la diplomatie britannique. Mais le dire ici, maintenant, dans ce contexte, c'était un acte délibéré. Profitez de cette pause pour vous abonner à WN Decrypt si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses. Les événements s'accélèrent. Vous avez besoin d'un décryptage fiable. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus subtil. La question de la foi et du respect religieux. Pendant que Charles parlait, Trump continuait sa campagne de dénigrement du pape sur les réseaux sociaux. Pendant que Charles parlait, les images générées par intelligence artificielle représentant Trump en Jésus-Christ continuaient de circuler, publiées ou relayées par ses partisans, pendant que Charles parlait. Et le roi a dit « Pour beaucoup d'entre nous ici présents, et pour moi-même, la foi chrétienne est une ancre solide et une inspiration quotidienne qui nous guide non seulement personnellement, mais ensemble, en tant que membres de notre communauté. Ayant consacré une grande partie de ma vie aux relations interreligieuses et à une meilleure compréhension mutuelle, c'est cette foi dans le triomphe de la lumière sur les ténèbres que j'ai trouvé confirmée d'innombrables fois. Aucun nom cité, aucune attaque directe, mais le message était là, la foi, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas un accessoire de campagne. Selon Foreign Policy, Charles a également ouvert son discours par une citation d'Oscar Wilde, poète irlandais célèbre, notamment, pour avoir été emprisonné pour homosexualité, et a proclamé que c'est précisément le fait de nos sociétés dynamiques, diverses et libres, qui nous confère notre force collective. Un message fondamentalement en opposition avec les politiques actuelles de l'administration Trump vis-à-vis des droits civiques et de la diversité. Et puis il y a eu ce moment saisissant, celui sur l'environnement. Charles a évité soigneusement les mots environnement et changement climatique, des termes qui auraient immédiatement mis les élus républicains sur la défensive. À la place, il a parlé de système naturel, de l'économie de la nature, des calottes glaciaires qui fondent de façon désastreuse dans l'Arctique. Il a dit « Notre génération doit décider comment répondre à l'effondrement des systèmes naturels critiques. Nous ignorons à nos risques et périls le fait que ces systèmes naturels constituent le fondement de notre prospérité et de notre sécurité nationale. » Précision importante. Au moment même où ces mots étaient prononcés, un caméraman a immédiatement fait un gros plan sur Lee Zeldin, l'administrateur de l'agence de protection de l'environnement nommé par Trump, celui-là même qui a passé les 2 dernières années à démanteler les réglementations environnementales américaines. Hasard? Probablement pas. Il faut rappeler le contexte plus large. Selon Foreign Policy, après son retour au pouvoir en janvier 2025, Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, a abrogé des réglementations sur la qualité de l'air et de l'eau, et en juillet 2025, a achevé le démantèlement de l'USAID. La voix de Charles sur ces questions n'était pas celle d'un touriste. C'était celle d'un allié qui tire la sonnette d'alarme. Maintenant, voici la partie qui n'a pas reçu suffisamment d'attention.
Pendant que ce discours historique se déroulait au Congrès, 3 bombes judiciaires explosaient simultanément à Washington. 3 en même temps. Première bombe, James Comey, l'ancien directeur du FBI, a été inculpé pour la 2e fois par le département de justice de Trump. Les charges, une photo postée sur Instagram en mai 2025, représentant des coquillages disposés sur une plage de Caroline du Nord, formant les chiffres 8, 6, 4, 7. Le chiffre 86 est un terme familier signifiant se débarrasser de quelque chose dans la restauration américaine, et 47 correspond au numéro de mandat de Trump en tant que 47e président des États-Unis. Comey a retiré la photo le jour même, précisant qu'il n'avait parfois pas réalisé que certaines personnes associaient ces chiffres à la violence. Sa défense est limpide. Et pourtant, selon le département de justice lui-même, agissant procureur général Todd Blanche a déclaré lors d'une conférence de presse « Menacer la vie du président des États-Unis ne sera jamais toléré par le département de justice. » 2 chefs d'inculpation. Jusqu'à 10 ans de prison maximum. Comey, de son côté, a répondu en vidéo sur sa plateforme Substack. Ses mots exacts, selon Axios, « Ils sont de retour, rien n'a changé en ce qui me concerne. Je suis toujours innocent, je n'ai toujours pas peur, et je crois toujours en la justice fédérale indépendante. » Ce n'est pas la première tentative. En septembre 2025, Trump avait déjà fait inculper Comey pour parjure présumée devant le Congrès. Cette affaire a été rejetée par un juge fédéral, le procureur ayant été jugé illégalement nommé. Et rappelons, parce que c'est important, que Trump avait ouvertement réclamé des poursuites contre Comey dans une publication sur les réseaux sociaux, exigeant que son procureur général de l'époque, Pam Bondi, agisse. Bondi a depuis été renvoyée début avril 2026, notamment parce que Trump estimait qu'elle n'était pas assez agressive dans ses poursuites contre ses ennemis politiques. Voilà la réalité que le roi Charles décrivait quand il évoquait la nécessité de contrôle sur le pouvoir exécutif. Un président qui renvoie son procureur général pour ne pas avoir assez poursuivi ses adversaires. Un président qui nomme à sa place l'homme qui était son avocat personnel, et cet homme qui inculpe aussitôt l'ex-directeur du FBI pour une photo de coquillage sur une plage. La fille de Comey, Maureen Comey, est également au cœur d'une bataille judiciaire contre l'administration. Ce même mardi, un juge fédéral à Manhattan a statué que son procès contre le régime Trump pouvait avancer. Elle affirme avoir été licenciée de son poste de procureur fédéral par représailles politiques. Un père inculpé pour une photo, une fille poursuivie pour avoir fait son travail de procureur. Pendant que le roi d'Angleterre rappelle que l'article 3 de la Constitution américaine existe. 2e bombe judiciaire. La Southern Poverty Law Center, ou SPLC. Le SPLC est l'une des organisations de défense des droits civiques les plus anciennes et les plus respectées des États-Unis. Fondée il y a 55 ans, elle a passé des décennies à infiltrer et démanteler des groupes suprémacistes blancs comme le Ku Klux Klan, notamment en finançant des informateurs placés au cœur de ces organisations. La semaine dernière, un grand jury fédéral en Alabama a inculpé le SPLC sur 11 chefs d'accusation. Fraude par fil, fausse déclaration à une banque assurée fédéralement et complot en vue de blanchiment d'argent. La thèse du département de justice. Le SPLC aurait dû fabriquer l'extrémisme qu'il prétendait combattre en payant ses informateurs. Ce mardi, le SPLC a riposté. Ses avocats ont déposé 2 motions en justice. La première, forcer la divulgation des transcriptions du grand jury pour s'assurer que de fausses déclarations n'ont pas été utilisées pour obtenir cette inculpation. La seconde, obliger le procureur général par intérim, Todd Blanche, à rétracter ses déclarations publiques mensongères. La pierre d'achoppement centrale, Blanche a affirmé publiquement que le gouvernement n'avait aucune information selon laquelle le SPLC aurait partagé les renseignements collectés par ses informateurs avec les forces de l'ordre. Or, le SPLC a envoyé, avant le rassemblement néo-nazi de Charlottesville en 2017, un rapport de 45 pages au FBI, détaillant précisément ce que ses informateurs avaient dit.
Maston avait découvert sur l'organisation de l'événement. Selon la société de presse, le SPLC a affirmé dans ses dépôts judiciaires que les agences fédérales étaient bien au courant de ce programme d'informateurs depuis des années. L'organisation a déclaré que ces informateurs ont contribué à mettre des extrémistes violents en prison. Dans un communiqué officiel, l'organisation a formulé une question brutale. Comment le gouvernement peut-il simultanément remercier le SPLC d'avoir détruit le clan et prétendre maintenant que le SPLC finançait le clan? Selon NBC News, le juge fédéral américain Kelly Fitzgerald Pate a ordonné au département de justice de répondre aux motions du SPLC avant le 5 mai 2026. La saga de la SPLC n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un schéma identique à celui qu'on a vu avec Comey, avec l'ex-procureur général de New York Letitia James. Inculpée pour fraude bancaire, affaire abandonnée après le même problème de procureur illégalement nommé. Avec Adam Schiff, investigué pour fraude hypothécaire sans qu'aucune preuve suffisante n'ait été trouvée. Troisième bombe de la journée. Les révélations autour de l'ambassadeur britannique aux États-Unis. L'histoire reste complexe, mais révélatrice. Le chef de cabinet du Premier ministre Keir Starmer, Morgan McSweeney, témoignait devant une commission des affaires étrangères du Parlement britannique. Il a confirmé que Peter Mandelson, l'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, n'aurait probablement pas obtenu ce poste si Kamala Harris avait remporté la présidentielle américaine. Mandelson a été choisi, selon McSweeney, précisément parce qu'il était perçu comme l'homme de Trump, ce qui n'était pas dit directement, mais résonnait en arrière-plan. Les liens de Mandelson avec les cercles proches de Jeffrey Epstein. Des révélations sur lesquelles nous reviendrons dans de prochaines analyses approfondies. Et c'est précisément pour ça que vous devez être abonné et avoir activé les notifications sur Duboyen Decrypt. L'ambassadeur britannique aux États-Unis avait par ailleurs exprimé, selon un audio rendu public, sa stupéfaction face à l'absence de conséquences juridiques pour les membres de l'administration Trump dans la gestion des dossiers Epstein. Ces déclarations ont été captées en février 2026, lors d'une conversation privée. Un roi qui monte à la tribune du Congrès américain et rappelle, avec la grâce et la précision chirurgicale d'un diplomate de haut vol, que le pouvoir exécutif a des limites, que les mots d'une nation ont une valeur, que les alliés se tiennent debout quand l'histoire l'exige, que la nature a besoin de protection, que la foi mérite le respect, pas la récupération. Et pendant ce temps, dans le même espace-temps politique, un ex-directeur du FBI inculpé pour une photo de coquillage, une organisation de droit civique de 55 ans attaquée pour avoir infiltré le clan, et les traces de Jeffrey Epstein qui continuent de surgir là où on les attend le moins. Le roi Charles a cité Oscar Wilde dans son ouverture. Wilde disait que la vérité est rarement pure et jamais simple. Aujourd'hui, la vérité américaine ressemble exactement à ça. Ce que Foreign Policy a résumé avec une précision remarquable après le discours. Charles aurait pu choisir la voie sûre, celle du discours protocolaire sans aspérité. Il ne l'a pas fait. Il a pris des risques diplomatiques calculés sur chaque sujet qui divise pour envoyer un message clair à ses hôtes et à l'opinion mondiale. La question qui reste est celle-ci. Qui d'autre parmi les alliés des États-Unis aura le courage de faire de même? Duboyen Decrypt vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette analyse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Les événements s'enchaînent à une vitesse vertigineuse. Nous sommes là pour vous aider à les décrypter.